Épicrise. Il n'est certes pas facile, sans une compréhension préalable approfondie de la valeur et de la signification des termes, de décider si un cas de maladie doit être rangé dans la catégorie de l'hystérie ou parmi les névroses, non purement neurasthéniques. Et sur le terrain des névroses mixtes, qui se présentent communément, on attend encore la main classificatrice qui doit poser les bonnes frontières et mettre en relief les traits essentiels pour les caractériser. Si donc, jusqu'à présent, on a l'habitude de diagnostiquer l'hystérie au sens étroit, d'après sa ressemblance avec les cas typiques connus, on ne pourra guère contester au cas de Madame von N la qualification d'hystérie. La facilité avec laquelle délire et hallucination interviennent dans une activité intellectuelle par ailleurs intacte, la modification de la personnalité et la mémoire dans le somnambulisme artificiel, l'anesthésie affectant l'extrémité douloureuse, certaines données de l'anamnèse, l'ovarie, etc., ne laissent aucun doute quant à la nature hystérique de l'affection, ou du moins de la maladie. Le seul fait que la question puisse être soulevée provient d'un caractère déterminé du cas, lequel peut offrir l'occasion d'une remarque à validité générale. Comme on le voit dans notre communication préliminaire publiée en ouverture, nous considérons des symptômes hystériques comme des affects et des restes d'excitation qui ont influencé, en tant que trauma, le système nerveux. De tels restes ne subsistent pas si l'excitation originelle a été éconduite par l'abrécation ou le travail de pensée. On ne peut ici plus longtemps éviter de prendre en compte des quantités, même si elles ne sont pas mesurables, de concevoir le processus comme si une somme d'excitation accédant au système nerveux était transposée en symptômes durables, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée à hauteur de son montant pour l'action vers l'extérieur. Nous sommes désormais habitués à trouver dans l'hystérie qu'une partie considérable de la somme d'excitation du trauma se transmue en symptômes purement corporels. C'est ce trait de l'hystérie qui, pendant si longtemps, a empêché de la concevoir comme affection psychique. Si, pour faire court, nous choisissons la dénomination de conversion pour la transposition de l'excitation psychique en symptômes durables corporels, transposition qui caractérise l'hystérie, nous pouvons dire que le cas de Madame Amy von N offre un faible montant de conversion, l'excitation originellement psychique demeurant aussi, la plupart du temps, dans le domaine psychique. Et il est facile de s'apercevoir que ce cas devient, par là, semblable à d'autres névroses non hystériques. Il y a des cas d'hystérie dans lesquels la conversion concerne le surcroît de stimulus tout entier, si bien que les symptômes corporels de l'hystérie font saillie dans une conscience pleinement normale. Mais il est plus habituel de rencontrer une transposition incomplète, si bien qu'une partie au moins du trauma accompagnant l'affect demeure dans la conscience comme composante de l'humeur. Je vais juste chercher ici, je ne sais pas si vous avez... Vous voulez que je dise 2-3 mots? Oui. Bon, j'ai toujours 2-3 petites choses. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà un autre point que je trouve formidable par rapport à ces études sur l'hystérie ou à ces textes précurseurs qui, quand on a donné ces cours sur l'histoire de la psychanalyse, et puis même avant, où j'ai fait lire des textes, on sent que des fois ça peut paraître un peu ringard, peut-être, mais c'est quand même... ça peut paraître ringard, c'est ancien, c'est les débuts, mais il y a un truc que je trouve
complètement incroyable, c'est que quand Freud écrit, donc il a écrit Les névropsychoses de défense, ça a été publié en 1894. Les études sur l'hystérie ont été publiées une année plus tard, et puis au début des névropsychoses de défense, et puis quand on le voit à la fin d'Emmy von Haen, Freud finalement défend une certaine vision de l'hystérie. Et donc, les neuropsychoses de défense, il souligne, donc là il le dit beaucoup plus clairement que dans la fin d'Emmy von Haen, mais il souligne son opposition avec Janet. Et pour Freud, le clivage de conscience dans l'hystérie, c'est pas un stigmate, parce qu'on est stigmate psychique qui signifie une dégénérescence, donc au 19e siècle. Il y a toute la théorie en vogue de Morel et Magnien, puis de Magnien, de la dégénérescence, puis on trouve des stigmates physiques, et le stigmate plus des causalités un peu externes qui surviennent, ça va produire la maladie. Donc pour Freud, c'est pas du tout le cas. C'est pas un handicap, mais c'est quelque chose de secondaire, ce clivage de conscience dans l'hystérie. Et puis je le cite, ce clivage se produit du fait que les représentations qui ont émergé dans des états hypnoïdes sont coupées du commerce associatif avec le reste du contenu de conscience. Donc ça, c'est quand même comment on voit le patient comme étant plus acteur et moins... ça amène quand même une position quand même plus optimiste, et c'est souligné aussi par Odinesco, dans une époque où il y avait un certain nihilisme thérapeutique. Finalement, les patients, on les classe aussi, si je vous me corrigez, hein, Renato, mais moi j'ai souvenir aussi que certaines classifications, c'était pour protéger la société, quels étaient les patients un peu dangereux, et la thérapeutique, il y avait une ambiance un peu tristounette. Et ça amène quand même une autre image du patient qui est peut-être plus acteur des choses, c'est une défense, il se défend contre quelque chose, donc c'est pas... Alors, ce débat, je trouve intéressant de savoir, est-ce que l'hystérie c'est une défense ou est-ce que c'est un handicap? On peut se poser la même question par rapport à des patients qui ont une pensée opératoire. Et moi je me dis que des fois chez certains enfants qui ont vécu des choses compliquées, peut-être que de cliver les choses et de repenser les choses, c'est une défense, mais il y a toute la question du développement où quelque chose, à mon avis, se fixe, et il y a quelque chose peut-être dans le développement qui sera peut-être un peu déficitaire, mais je pense qu'il y a une part, on doit en tout cas, à mon avis, chez les enfants et les ados, avoir cette vision un peu développementale et pas uniquement structurale. Et enfin voilà, c'est une réflexion. Mais il y a la question de quel est le statut du symptôme. Dans quelle mesure justement le symptôme c'est un handicap, dans quelle mesure le symptôme c'est une anormalité, dans quelle mesure le symptôme c'est une souffrance, ou le symptôme il peut devenir aussi, il est devenu à un certain moment comme un instrument. Lorsqu'on vient avec l'idée de faire avec son symptôme, on l'utilise en tant qu'instrument. Mais tout ça pour dire que finalement, ces réflexions qui se font à une époque, bien sûr, il y a un langage un peu vieillot, ces patientes qui sont très agitées, que décrit Freud, c'est pas la majorité de loin pas la majorité de nos patients. Enfin, on voit d'autres choses, mais quand même il y a des réflexions cliniques que moi je m'y retrouve, en tout cas par rapport à mes réflexions avec mes patients, avec certaines situations. Donc je trouve que ça reste en même temps vieillot, aussi le style d'écriture qui est moins il y a un plaisir d'écrire et qui peut-être décale par rapport à nos sociétés où on est plus SMS, style haïku, mais il y a des choses que je trouve qui restent quand même assez vivantes. Voilà ce que je voulais dire. Je cause un petit peu trop. Alors je reviens sur la question de ce moment, c'est à la page 79 de mon édition, je ne sais pas quelle est votre édition, mais c'est pas la même. Donc il y a un moment où Emmy von Haen l'associe au traitement violent donné aux aliénés, après avoir parlé de l'hostilité envers sa fille, et Freud interrompt de nouveau
les associations, invoquant presque dans une position comme ça de maître. Et il y a un bras de fer entre les deux. Elle se plaint, n'est-ce pas, du fait que Freud l'interrompt. Il comprend que l'effacement du souvenir peut devenir un acte de répression dans le sens de l'interdiction, n'est-ce pas, d'interdire le souvenir de revenir du médecin comme une contrainte qui empêche le libre cours de pensée. Donc ici, il commence à mettre en question la position autoritaire du médecin. Et il commence à ouvrir l'espace pour l'association libre. Parce que si on voit par exemple Breuer, il était très directif, n'est-ce pas? Il voulait que la patiente parle, quitte à obliger que la patiente parle, puisque c'était le but d'ailleurs du traitement, c'était l'idée que c'était en parlant que C'était de la vraie purge. C'était la vraie purge, c'était... Bon, ils avaient déjà l'idée que le symptôme, il vient lié au fait que même si la personne a oublié un traumatisme, le traumatisme reste toujours actif. Donc le but serait de retrouver cette mémoire pour d'une certaine façon la nettoyer. Oui. C'était le nettoyage, c'est l'expression qu'ils utilisaient, Breuer, et d'une certaine façon c'est encore ici l'idée autour de Freud qu'il y aurait un nettoyage à travers la parole. Mais ça se fait de façon très différente. Breuer, il oblige la parole, et Freud pas tellement. Vous savez, Freud, il veut, c'est surtout effacer le symptôme. Et il veut disparaître. Toute son autorité, c'est pas dans le sens de faire la patiente parler, mais c'est de faire la patiente guérir, ou cesser d'avoir des angoisses, ou cesser d'avoir des symptômes. C'est un peu cognitivo-comportemental. Tout à fait cognitivo-comportemental. Et d'une certaine façon un peu naïf. C'était vraiment un comportementalisme de première heure relativement naïf, où il essayait de supprimer l'idée qui dérange. Donc, il fait... C'est très ambivalent parce qu'il oblige la personne à se rappeler pour ensuite oublier de nouveau. Mais c'est comme s'il disait qu'il ne faut pas oublier complètement. Il donne un espace pour que ça puisse rester plus ou moins actif, mais pas tellement actif. Il reste dans un entre-deux. Ça, il l'explique comment? Pourquoi il reste dans cet entre-deux? Est-ce qu'on le comprend? Je ne me rappelle pas de l'explication. Il y a tellement de... J'ai plus souvenir de... Peut-être qu'il ne donne pas la raison, mais peu importe. En tout cas, à ce moment-là, c'est là que je dis qu'il y a déjà une certaine intimité, parce qu'il y a des querelles entre eux, il y a des scènes pas des scènes de ménage, mais des scènes de traitement, n'est-ce pas, où il y a des... Si vous le dites, docteur. Oui, c'est ça. Je le fais parce que vous m'obligez de le faire. Et d'ailleurs, ça se passe très mal, parce que c'est autour de ce moment-là où elle a un problème digestif, elle dit qu'elle ne supporte pas l'eau, un certain type d'eau, elle mange peu aussi, et Freud l'oblige à manger et à boire un certain type d'eau, et elle dit « je le ferai parce que vous m'obligez, mais ça va mal se passer. » Et elle avertit que ça va mal se passer. Et ensuite, il la trouve au lit, dans un état pitoyable, et puis elle est très fâchée, et Freud, il dit, pas dans ces termes-là, il dit dans d'autres termes, il dit « je sens que je suis allé trop loin ». Et là, il essaie de faire toute une série de choses pour remédier un peu sa maladresse. Donc il était tout le temps en train de parler de ses maladresses, comme dans la plupart de ses cas cliniques. Oui, ce qui lui a permis de développer toute sa méthode. Hein. Oui, il appelait ça ses leçons. Il disait que ces leçons étaient inefficaces. En fait, les suggestions qu'il donnait, c'était inefficace. C'est là qu'on voit justement qu'il est en train de se distinguer de la méthode de Breuer, qui était aussi, je pense, la méthode de Janet.
si j'ai compris, tout le monde faisait à cette époque des hypnoses avec suggestion, dans toute l'Europe, parce qu'il y a aussi ce médecin, ça c'est Borg Jacobson qui parle, elle a été traitée par un médecin suédois qui lui aussi... Parce qu'en France, il y avait l'opposition entre l'école de Nancy et puis l'école à la Salpêtrière. Et Fred, à cette époque-là, il était très impressionné par Bernheim. Il a visité les deux, ouais. Bernheim, effectivement, ouais. Qui était plus axé sur la thérapeutique, avec la question de l'hypnose comme étant ne signons pas, être hypnotisable, ne signons pas, si je me rappelle bien, une problématique, une d'hystérie justement, mais étant quelque chose tout un chacun peut avoir, enfin, tout un chacun peut être hypnotisé. Ouais. Par opposition à Charcot. Où il y a l'idée, si elle est hypnotisable, ça devient une psychotonose, donc c'est une hystérique. Oui, c'est presque un signe d'hystérie lorsque c'est hypnotisable. Les symptômes psychiques de notre cas d'hystérie, peu convertis, peuvent être regroupés en modifications d'humeur, angoisse, dépression mélancolique, en phobie et en aboulie, inhibition de la volonté. Mais ces deux dernières sortes de troubles psychiques, qui sont conçus par l'école des psychiatres français comme stigmates de la dégénérescence nerveuse, s'avèrent être, dans notre cas, suffisamment déterminés par des expériences vécues traumatiques. Ce sont le plus souvent des phobies et des aboulies traumatiques, comme je vais l'exposer en détail. Parmi les phobies, quelques-unes correspondent assurément aux phobies primaires de l'être humain, en particulier du névropathe. Ainsi, avant tout, la peur des animaux, serpents, crapauds, et par ailleurs, toute la vermine dont Méphistophélès se vante d'être le maître, la peur de l'orage, etc. Pourtant, ces phobies, elles aussi, ont été consolidées par des expériences vécues traumatiques. Ainsi, la peur des crapauds par l'impression reçue dans la prime jeunesse quand un de ses frères lui envoya un crapaud mort, sur quoi elle eut le premier accès de tressaillement hystérique. La peur de l'orage par cet effroi qui donna lieu à l'apparition du clapement. La peur du brouillard par cette promenade à Rügen. Toujours est-il que dans ce groupe, la peur primaire, pour ainsi dire instinctive, prise comme stigmate psychique, joue le rôle principal. Sa suggestibilité, indéniablement grande dans le somnambulisme, était cependant très éloignée d'une absence morbide de résistance. Dans l'ensemble, je dois dire que je ne faisais pourtant pas sur elle davantage impression que j'aurais été en droit de m'y attendre, en portant ainsi attention aux mécanismes psychiques chez toute personne qui m'aurait prêté l'oreille avec une grande confiance et une pleine clarté d'esprit. Sauf que Madame von N ne pouvait m'offrir, dans ce qu'on appelle son état normal, une telle disposition psychique favorable. Là où je ne réussissais pas, comme dans la peur des animaux, à lui fournir des raisons d'être convaincu ou que je ne portais pas attention à la genèse psychique du symptôme, mais voulais agir au moyen d'une suggestion autoritaire, je notais alors chaque fois une expression tendue et mécontente dans la mine de la somnambule. Et quand je lui demandais, pour finir, « Eh bien, aurez-vous encore peur de cet animal ?» La réponse était « Non, puisque vous l'exigez. » Mais une telle promesse, qui ne pouvait s'appuyer que sur sa docilité envers moi, n'avait à vrai dire jamais de résultat. Elle avait aussi peu de résultats que les nombreuses leçons générales que je lui donnais, à la place desquelles j'aurais tout aussi bien pu répéter cette unique suggestion « Soyez en bonne santé ». Cette même personne qui,
maintenait si obstinément ses symptômes de maladie contre la suggestion et ne les laissait tomber qu'en échange d'une analyse psychique ou d'une conviction acquise, était par ailleurs aussi docile que le meilleur des médiums d'hôpital. Lorsqu'il s'agissait de suggestions sans importance, de choses qui ne se trouvaient pas en relation avec sa maladie. J'ai communiqué des exemples d'une telle obéissance post-hypnotique dans cette histoire de malade. Je ne trouve aucune contradiction dans ce comportement. Il fallait que la représentation la plus forte fasse ici également valoir ses droits. Si l'on porte attention au mécanisme de l'idée fixe pathologique, on trouve celle-ci fondée et appuyée par des expériences vécues si nombreuses et agissant avec tant d'intensité que l'on ne peut pas s'étonner qu'elle soit à même d'opposer avec succès une résistance à la contre-représentation suggérée, elle-même pourvue seulement d'une certaine force. Ce n'est que dans un cerveau vraiment pathologique qu'il serait possible de chasser d'un souffle, par la suggestion, les résultats à ce point justifiés de processus psychiques intenses.